Vous êtes-vous déjà demandé si votre excès de zèle pour le jardin en automne pouvait en fait le tuer? Aussi paradoxal que cela puisse paraître, c'est pourtant la pure vérité. Beaucoup de jardiniers, animés des meilleures intentions, commettent des erreurs qui coûtent de la vie à leurs plantes chéries. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble comment préparer correctement vos plantes vivaces à l'hiver. Et je vous promets que vous découvrirez au moins un secret qui changera radicalement votre façon d'aborder l'entretien automnal. Notre objectif n'est pas de lutter contre la nature, mais de l'accompagner. Il ne s'agit pas de créer un climat tropical en plein hiver. Nous allons simplement aider nos plantes à survivre au stress du gel, du vent et des changements brusques de température. Alors, commençons par la question la plus cruciale. Quand? Quand est-il précisément temps de sortir le sécateur et le matériel de protection hivernale? C'est là que réside le premier piège, et le plus courant, dans lequel tombent même les jardiniers expérimentés, la précipitation. Nombreux sont les jardiniers qui, en apercevant la première feuille jaunie ou en entendant les prévisions de gel, sont pris de panique. Ils se précipitent pour envelopper leurs plantes comme si une ère glaciaire était imminente. Mais c'est une grave erreur. Les plantes ont besoin de temps pour se préparer elles-mêmes à l'hiver. Ce processus s'appelle l'endurcissement. Imaginez que vous enfilez votre manteau d'hiver en septembre. Vous auriez chaud et seriez mal à l'aise. La plante ressent exactement la même chose. Si vous la couvrez trop tôt, par temps encore doux et humide, elle risque tout simplement d'étouffer ou de pourrir sous sa protection. Les racines et les tiges commenceront à se décomposer, et sous cette couverture douillette, les souris se feront un plaisir de s'installer. Alors, quel est le signal que nous devons attendre de la nature? C'est simple. Attendez que les températures nocturnes descendent de manière stable légèrement sous le point de congélation, disons entre -1 et -5 degrés. La journée, la température doit osciller autour de 0. Le sol doit être légèrement gelé en surface. C'est ce déclic qui dit à la plante « il est temps de dormir ». Et ce n'est qu'alors que nous, les jardiniers protecteurs, entrons en scène. Notre rôle n'est pas de réveiller la plante prématurément, mais de l'aider à traverser confortablement son long sommeil hivernal. Parlons maintenant de l'eau. Beaucoup pensent que les pluies automnales suffisent, qu'elles font tout le travail pour nous. Mais c'est une erreur. Imaginez que vous envoyez une plante pour un long et difficile voyage. Ne lui donneriez-vous pas à boire pour la route? L'hiver, surtout s'il est sec, sans neige et venteux, est une véritable période de sécheresse pour les végétaux. Le vent glacial extrait l'humidité des branches et des aiguilles, tout autant que la chaleur estivale. Mais il y a un problème. Le sol est gelé. Les racines, immobilisées par le froid, ne peuvent plus absorber d'eau pour compenser ces pertes. C'est pourquoi, juste avant les premières gelées, lorsque les feuilles sont tombées mais que la terre n'est pas encore dure comme de la pierre, nous devons offrir à nos plantes un dernier grand festin. C'est ce qu'on appelle l'arrosage d'hivernage ou arrosage de réserve. Et n'ayez crainte de trop arroser. Votre objectif est de gorger le sol d'eau sur une profondeur allant jusqu'à 1 demi-mètre. Pour un arbuste adulte, versez, sans hésiter, 1 ou 2 seaux. Pour un arbre, comptez-en même 5. Les conifères, les rosiers et toutes les plantes persistantes vous seront particulièrement reconnaissants de ce geste. Cette réserve d'humidité est leur meilleure assurance contre le dessèchement hivernal et la garantie qu'au printemps, ils se réveilleront verts et vigoureux et non pas secs et cassants. Et nous voici arrivés à un sujet qui, chaque automne, divise les jardiniers en 2 camps irréconciliables. Tailler ou ne pas tailler? Les adeptes d'une taille radicale affirment « il faut tout couper à ras pour éviter la pourriture et les maladies au printemps ». Leurs opposants, eux, rétorquent « il ne faut absolument rien toucher. Cela ne ferait qu'affaiblir la plante avant l'hiver ». Alors, où est la vérité? Eh bien, la vérité est que la taille automnale à blanc ou à 0 est l'un des mythes les plus néfastes en jardinage. Voyons pourquoi. Premièrement, à l'automne, la plante a accumulé des substances nutritives dans ses tiges. C'est sa précieuse réserve inviolable pour l'hiver.
En coupant tout à ras, vous l'envoyez en dormant s'affamer. Deuxièmement, chaque coupe fraîche est une plaie ouverte. Avec l'humidité automnale et les brusques variations de température, c'est une porte ouverte directe aux infections fongiques et aux gélivures, c'est-à-dire les fissures dues au gel. Et le plus insidieux, la taille peut provoquer la pousse de nouveaux, jeunes rejets. La plante croît alors que le printemps est arrivé et dépense ses dernières forces pour cette nouvelle croissance. La première gelée sérieuse les détruira sans pitié, et la plante elle-même affrontera l'hiver épuisé et affaibli. Alors, cela veut-il dire que le sécateur est complètement inutile en automne? Loin de là. Il ne s'agit pas d'agir comme un coiffeur avec sa tondeuse, mais plutôt comme un chirurgien avec son scalpel. Notre objectif n'est pas la beauté, mais la santé. C'est pourquoi, à l'automne, nous nous limitons à une taille d'entretien et sanitaire. Examinez attentivement vos plantes. Que cherchons-nous? Premièrement, toutes les branches cassées ou endommagées. En hiver, sous le poids de la neige, elles finiront de toute façon par céder, laissant des plaies déchirées. Il est donc préférable de faire une coupe nette et propre dès maintenant. Deuxièmement, recherchez les signes de maladie. Les branches présentant des taches, des excroissances ou un revêtement poudreux comme l'oïdium sont autant de foyers d'infection qu'il est impératif d'éliminer et de brûler. Troisièmement, supprimez les parties sèches et mortes. Celles-ci n'apportent plus aucun bénéfice et peuvent même devenir un refuge pour les parasites. Enfin, si l'arbuste est trop dense, vous pouvez couper quelques pousses faibles et fines qui poussent vers l'intérieur et entravent la circulation de l'air. Retenez la règle d'or. Tout ce qui semble sain et vivant doit être laissé en place jusqu'au printemps. Le printemps nous révélera ce qui a bien passé l'hiver et ce qui n'a pas survécu. Et c'est alors, seulement, que vous pourrez vous attaquer à la taille de formation. Et si nous parlions maintenant de ces plantes, qu'il serait un véritable crime contre la beauté et le bon sens de tailler à l'automne avec votre sécateur. Imaginez la scène. Le premier givre est tombé, et votre jardin scintille comme dans un conte de fées. Qu'est-ce qui attire le regard? Les somptueuses inflorescences séchées des hortensias poudrées d'argent, les hautes panicules des graminées ornementales comme le miscanthus ou le calamagrostis qui frémissent au moindre souffle de vent. Ou encore les ombelles des sédums qui conservent leur silhouette même sous la neige. Couper cette beauté en automne, c'est se priver d'un décor hivernal féerique. Mais l'esthétique n'est que la moitié de l'histoire. Toutes ces inflorescences et tiges sèches remplissent une fonction pratique très importante. Elles agissent comme des pièges à neige naturelle. La neige n'est pas emportée par le vent, mais s'accumule autour du pied de la plante, offrant un refuge supplémentaire, le plus isolant et le plus chaud, pour le système racinaire. De plus, les tiges creuses des graminées et d'autres végétaux servent d'abris hivernaux à de nombreux insectes auxiliaires qui, au printemps, vous seront précieux dans la lutte contre les parasites. Alors, face à cette beauté, rangez votre sécateur et laissez-vous simplement émerveiller. Au printemps, vous aurez tout le temps de faire le nécessaire. Passons maintenant à un autre sujet essentiel pour le jardinier, le ramassage des feuilles. Beaucoup de jardiniers, surtout les débutants, aspirent à une propreté impeccable. Ils s'évertuent à ratisser chaque feuille, laissant une terre complètement à nu sous les arbustes et les arbres. Leur argument est souvent le suivant. Sous les feuilles, hivernent les parasites et les maladies. Et il y a une part de vérité là-dedans, certes, mais à force de vouloir tout maîtriser, nous en oublions parfois les lois fondamentales de la nature. Qui ramasse les feuilles en forêt? Personne. Les feuilles mortes constituent un véritable manteau protecteur naturel, un paillis gratuit, offert par la nature elle-même. Ce précieux tapis protège les racines des chocs thermiques, empêche le sol de geler trop profondément et maintient une humidité constante. De surcroît, durant l'hiver, sous l'effet de la neige et du froid, les feuilles commencent leur processus de décomposition. Elles enrichissent la terre en humus et en matière organique,
tout en fournissant un festin aux vers de terre, ces précieux alliés qui aèrent le sol et le rendent incroyablement fertile. Alors, quelle est la bonne approche? La clé est de trouver le juste milieu. Il est indispensable de ramasser les feuilles sur la pelouse pour éviter qu'elles ne s'étouffent et ne pourrissent. De même, dégager les feuilles des allées et des petites rocailles. En revanche, sous les arbres et les massifs d'arbustes, laissez-les en place. La seule et unique exception, si vos plantes ont été fortement touchées par des maladies la saison dernière, comme l'oïdium, le blanc ou la tavelure. Dans ce cas précis, il est effectivement impératif de collecter et de brûler ces feuilles contaminées. Et nous voilà arrivés au principal geste agronomique de l'automne, le paillage. Précisons tout de suite un point important, souvent mal interprété. Le paillis n'est pas un manteau chauffant. Son rôle n'est absolument pas de réchauffer les racines comme une bouillotte. Car s'il les réchauffait, il stimulerait une croissance hivernale, ce qui leur serait fatal. La fonction première du paillis est la stabilisation. Pensez aux montagnes russes, climatiques. En hiver, la météo est souvent un véritable yo-yo. La journée, le soleil réchauffe la terre qui dégèle en surface. La nuit, le gel s'abat et elle regèle. Et ce sont justement ces cycles de gel et de dégel qui constituent le pire ennemi du système racinaire. L'eau, en gelant, prend du volume et déchire littéralement les petites radicelles. Le paillis, tel une épaisse couverture, atténue ces variations. Sous lui, le sol gèle plus lentement et de manière plus uniforme, et dégèle tout aussi progressivement au printemps. Cela protège les racines du déchaussement et des dommages physiques. En bref, le paillis offre aux racines un microclimat stable, leur permettant de traverser l'hiver sans stress excessif. Bien, nous avons compris l'utilité du paillage. Mais alors, que peut-on utiliser comme paillis? La réponse est simple. Pratiquement n'importe quelle matière organique à portée de main. L'option la plus accessible et naturelle, ce sont les feuilles mortes. Idéalement, choisissez celles d'arbres rarement sujets aux maladies, comme l'érable, le tilleul ou le bouleau. Évitez en revanche les feuilles d'arbres fruitiers, surtout si ces derniers ont été malades. Une excellente alternative est la tourbe de sphaigne déacidifiée. Elle est légère, aérée et protège efficacement le sol. Le compost mûr ou le terreau sont aussi de bonnes options. Non seulement ils protègent, mais au printemps, ils se transforment en un excellent fertilisant. Pour les plantes qui apprécient un sol acide, pensez aux rhododendrons, hortensias et conifères, la litière d'aiguilles de pin ou l'écorce broyée seront idéales. La paille est un autre excellent matériau. Légère, elle retient parfaitement la neige. Enfin, un classique indémodable, le branchage de conifères, sapins, pins. Il offre de multiples avantages. Il ne se tasse pas, laisse passer l'air, éloigne les rongeurs et retient efficacement la neige. La règle d'or pour tout matériau est qu'il doit être sec, aéré et perméable à l'air. Bannissez l'herbe fraîche ou les matériaux trop denses qui se tassent. Sous de tels revêtements, les racines risquent tout simplement de pourrir. Nous avons choisi notre paillis, mais nous voici confrontés au deuxième piège, celui du calendrier, sur lequel beaucoup trébuchent. Quand faut-il exactement appliquer le paillis? L'intuition nous pousse à penser. Le plus tôt est le mieux, avant que les premières gelées ne fassent durcir le sol. Or, cette logique est erronée. Si vous paillez vos plantes trop tôt, sur une terre encore tiède et humide, vous offrez un environnement parfait au développement des champignons et des moisissures. Le collet de la plante, cette zone particulièrement fragile chez de nombreuses espèces, risque alors de pourrir par excès d'humidité. De plus, ce refuge chaud et douillet serait une invitation parfaite pour les rongeurs, qui s'y installeraient bas pour l'hiver et pourraient gravement endommager l'écorce et les racines de vos plantes. Retenez donc cette règle d'or. Le paillage s'effectue sur un sol gelé. Attendez que la surface du sol, sur 2 à 3 cm, soit légèrement prise par le gel. C'est le signe que la plante est entrée en dormance et que son activité racinaire a fortement ralenti. C'est à ce moment-là seulement que vous pourrez étaler une couche de paillis de 5 à 10 cm. Un détail crucial,
Ne jamais appliquer le paillis directement contre le tronc ou les tiges. Laissez un petit espace libre tout autour, une sorte de coussin d'air de 3 à 5 cm. Cela évitera aux collets de pourrir ou de souffrir d'humidité excessive lors des redoux hivernaux. Chaque plante est unique, et il serait naïf de croire qu'un seul type de soin hivernal convient à toutes. La plupart des vivaces rustiques, comme les phlox, les astilbes ou les hostas, passeront l'hiver sans encombre sous une bonne couche de paillis et de neige. Cependant, chaque jardin a ses frileuses, des plantes venues de régions plus chaudes qui exigent une attention particulière. Les principales candidates à une protection supplémentaire sont bien sûr les rosiers, notamment les thés hybrides et les rosiers grimpants. Pour eux, un simple buttage pourrait ne pas suffire. Une autre belle capricieuse est l'hortensia macrophylla, qui fleurit sur le bois de l'année précédente. Notre défi est de préserver ces tiges du gel, car sans elles, aucune floraison n'aura lieu. À cette liste s'ajoute la lavande, certains cultivars de clématites, les pivoines arbustives et les jeunes conifères nouvellement plantés. Toutes ces plantes ne se contentent pas d'un simple paillage des racines. Elles ont besoin d'une couverture complète qui protégera leur partie aérienne du froid, du vent mordant et de la pluie verglaçante. L'approche doit être individualisée, traitant chacune comme une véritable VIP de votre espace vert. Quand un simple paillis ne suffit plus, on passe à l'artillerie lourde, les protections hivernales. Oubliez les bâches en plastique, les seaux et le feutre bitumé. Ces matériaux ne sont pas respirants. Sous eux, la condensation se forme et à la première fonte des neiges, votre plante risque de pourrir ou de développer des maladies fongiques. Notre choix se porte donc sur des matériaux respirants. Le plus populaire et le plus pratique est sans aucun doute le voile d'hivernage, également appelé agrofibre ou un tissé. Optez pour une densité élevée, au moins 60 grammes par mètre carré, et préférez la couleur blanche pour qu'il réfléchisse le soleil printanier. Vous pouvez l'enrouler en plusieurs couches, directement autour de l'arbuste, ou mieux encore, le tendre sur une structure préalablement installée. Cette structure peut être fabriquée à partir de n'importe quel matériau, des lattes de bois, des arceaux de serre en plastique ou même quelques piquets plantés dans le sol. L'essentiel est de laisser une couche d'air entre la plante et le matériau de protection. C'est l'air, et non le matériau lui-même, qui est le meilleur isolant thermique. Pour les plantes de petite taille, comme les rosiers par exemple, vous pouvez utiliser des branches de sapin, en les disposant en forme de tipi. Et pour envelopper les troncs, la toile de jute ou même de vieux draps en coton feront parfaitement l'affaire. Il est crucial que l'abri soit solidement fixé afin qu'il ne soit pas emporté par la première rafale de vent hivernal. Passons maintenant à une catégorie particulièrement fragile, les plantes cultivées en pot et en bac. Nombreux sont ceux qui embellissent leurs balcons et terrasses avec des fleurs, de petits conifères ou même de jeunes arbres fruitiers. Or, il est crucial de comprendre que pour ces végétaux, l'hivernage en pot est une véritable épreuve, voire un calvaire. Pourquoi ? La raison est simple et réside dans le volume du substrat. En pleine terre, le sol gèle lentement et rarement en profondeur, bénéficiant de la chaleur géothermique. En revanche, dans un pot, la motte de terre est un volume restreint et isolé. Elle peut geler de part en part en seulement quelques heures, se transformant alors en un bloc de glace compact. Dans de telles conditions, les racines n'ont aucune chance de survie. Même une plante réputée très rustique, qui passerait l'hiver sans encombre en pleine terre, succombera presque à coup sûr si elle est laissée dans un pot exposé sur un balcon. Il est donc impensable de laisser ces contenants à l'abandon, livrés à eux-mêmes. Il est impératif de les protéger. Il ne s'agit pas ici de s'en remettre à la chance ou à la providence. Une intervention directe et réfléchie de notre part est absolument nécessaire. Alors, comment sauver vos plantes en pot ? Il existe plusieurs méthodes éprouvées et fiables. La première, et la plus simple, consiste à les rentrer. Mais attention, pas dans un appartement surchauffé. Elles ont besoin d'une période de repos au frais. Un sous-sol hors gel, un garage, une loggia vitrée ou une véranda où la température oscille entre 0 et 5 degrés. Celsius serait l'idéal. L'hiver, arrosez-les
très parcimonieusement, juste assez pour que la motte ne se dessèche pas complètement. La deuxième méthode, si vous n'avez pas de place à l'intérieur, est de les enterrer directement dans le jardin. Creusez une tranchée, placez les pots de manière à ce que leur bord affleure le niveau du sol, puis comblez les espaces vides avec de la terre, de la tourbe ou des feuilles. Vous pouvez recouvrir le tout d'une couche de branchage, comme des rameaux de sapin. De cette façon, le système racinaire bénéficiera des mêmes conditions que les plantes en pleine terre. Et enfin, la troisième méthode, pour ceux qui n'ont pas de jardin mais disposent d'un balcon ouvert. Regroupez tous vos pots dans le coin le plus abrité du vent. Placez-les bien serrés les uns contre les autres sur une plaque de polystyrène. Ensuite, enveloppez tout ce groupe avec de vieilles couvertures, plusieurs couches de voiles d'hivernage, ou même emballez-les dans de grands cartons en remplissant les espaces vides avec du papier journal froissé ou des feuilles sèches. Vous créerez ainsi un abri collectif où elles se tiendront mutuellement chaud. Et que faire quand la neige tombe enfin? Se réjouir. Et surtout, ne jamais la considérer comme une ennemie. La neige est un cadeau de la nature. C'est le meilleur, le plus léger et le plus fiable des abris hivernaux. Beaucoup de gens oublient que sous un épais manteau de neige, la température du sol, même par 30 degrés, descend rarement en dessous de 5 à 7 degrés Celsius. Ce sont des conditions idéales pour l'hivernage de la plupart des plantes. Notre tâche est donc non pas de déblayer la neige, mais de l'accumuler. Ne déneigez jamais vos allées de jardin en jetant la neige sur la pelouse ou dans un parterre où rien ne pousse. Au contraire, toute la neige des allées, des terrasses, du toit de la serre, amenez-la sur les massifs, sous les rosiers, les hortensias, près des jeunes arbres. Formez de petits monticules de neige au-dessus des plantes les plus précieuses. Si l'hiver est peu neigeux, on peut même installer des écrans spéciaux pour retenir la neige. Rappelez-vous, une couche de neige de 30 à 40 cm est une garantie fiable que vos plantes ne gèleront pas. Elle les protégera mieux que n'importe quel autre matériau, même le plus cher des voiles d'hivernage. L'hiver, en plus du froid, représente aussi une période de disette pour la faune sauvage. Votre jardin peut alors leur sembler un véritable festin. Les principaux gourmands sont les lièvres et les rongeurs. Ils peuvent causer des dégâts considérables, surtout aux jeunes arbres. Les lièvres, eux, adorent grignoter l'écorce des pommiers, poiriers et pruniers, cherchant à atteindre la couche la plus sucrée, le cambium. Si l'écorce est rongée sur tout le pourtour du tronc, en anneaux, l'arbre risque fort de ne pas survivre. Les souris, quant à elles, agissent de manière plus insidieuse. Elles opèrent discrètement sous la neige au ras du sol et rongent également l'écorce au niveau du collet de l'arbre. Au printemps, une fois la neige fondue, vous découvrez avec effroi que votre jeune arbre, celui que vous avez tant choyé, est irrémédiablement endommagé. La protection contre les rongeurs n'est donc pas un simple caprice, mais un point essentiel de la préparation de votre jardin pour l'hiver. D'autant plus si votre terrain jouxte une forêt ou un champ. Ne sous-estimez jamais cette menace, car les conséquences peuvent être désastreuses. Heureusement, protéger les jeunes arbres des rongeurs affamés n'est pas si compliqué. La méthode la plus fiable est la protection physique. Il faut envelopper les troncs des jeunes arbres, du sol jusqu'à une hauteur d'environ 1 mètre. Avec quoi faire cela? Un grillage plastique spécial anti-rongeur, facilement trouvable en jardinerie, est idéal. Il permet à l'arbre de respirer tout en étant suffisamment robuste pour que les animaux ne puissent le percer. Une option plus économique consiste à utiliser des branches de conifères. Il suffit d'attacher ces branches autour du tronc, les aiguilles dirigées vers le bas. Ni les lièvres ni les souris n'apprécient de se piquer. Des matériaux de récupération peuvent également être employés, des bouteilles en plastique découpées, du vieux carton bitumé, type roofing, ou même des collants en nylon enroulés en plusieurs couches. L'important est que le matériau ne soit pas trop hermétique pour éviter l'étouffement ou la pourriture de l'écorce. En revanche, la pratique populaire qui consiste à choler les arbres en automne pour les protéger des rongeurs est peu efficace. La chaux est facilement rongée par ces animaux. Le cholage sert avant tout à protéger l'écorce des coups de soleil printanier. Quant aux souris, qui s'activent sous la neige,
on peut disposer des appâts empoisonnés spécifiques. Il est crucial de les placer dans des tronçons de tuyaux pour éviter d'empoisonner les oiseaux. On pourrait penser que les plantes à feuillage persistant sont, par excellence, les mieux armées contre les rigueurs de l'hiver. Pourtant, elles aussi ont leur talon d'Achille. Et son nom est le soleil d'hiver. Oui, oui, vous avez bien entendu, le soleil et non le gel. La période la plus critique s'étend de fin février à mars. À ce moment-là, le soleil commence à taper déjà assez fort. La neige est encore présente, la terre reste gelée, les racines dorment et n'aspirent pas l'eau. Pendant ce temps, les aiguilles, exposées au soleil, se réchauffent et commencent à évaporer activement leur humidité. C'est ce qu'on appelle la sécheresse physiologique. L'eau s'échappe, mais ne peut pas être renouvelée. En conséquence, les aiguilles se déshydratent, jaunissent et sèchent. Ce phénomène est connu sous le nom de brûlure solaire printanière. Sont particulièrement touchés les jeunes thuillas, épicéas et genévriers, surtout ceux qui sont plantés dans des zones ouvertes et en plein soleil. Au printemps, au lieu de la verdure éclatante attendue, vous risquez de découvrir des taches rouillées, disgracieuses, voire des branches complètement desséchées. C'est pourquoi une protection solaire pour les conifères est tout aussi essentielle que pour notre peau en été. En plus du soleil, les conifères ont un autre ennemi redoutable en hiver, la neige lourde et humide. Leurs ramures, amples et denses, se transforment en véritables pièges, accumulant d'énormes quantités de neige. Tant que la neige est légère et poudreuse, aucun danger n'est à craindre. Mais lors d'un redoux, elle s'humidifie, devenant lourde et collante. Sous ce poids, les branches, particulièrement celles des thuillas et genévriers de forme colonnaire, commencent à se courber, à se déformer, et risquent à terme de casser net à la base. La cime se déstructure, perdant sa silhouette esthétique, et la restaurer est souvent très difficile, voire impossible. Pour éviter ce désastre, il est conseillé, avant l'arrivée de l'hiver, d'attacher délicatement les conifères de grande taille ou à la ramure très développée. Munissez-vous d'une corde souple ou d'une ficelle robuste et sans trop serrer, enroulez-la en spirale du bas vers le haut autour de la cime, en maintenant les branches bien serrées contre le tronc. Cette technique rendra la plante plus compacte et résistante, facilitant ainsi le glissement de la neige sans causer de dommages. Après de fortes chutes de neige, en particulier de neige lourde et humide, prenez le temps de sortir dans votre jardin et de déloger délicatement les amas de neige accumulés sur les branches. Procédez avec douceur en tapotant les branches de bas en haut à l'aide d'un bâton enveloppé d'un tissu épais, pour ne pas endommager l'écorce et les aiguilles délicates. Le temps hivernal est souvent traître et imprévisible. Au milieu des gelées intenses, un redoux prolongé peut soudainement s'installer. La neige fond, des ruisseaux se forment et on croirait le printemps arrivé. Beaucoup de jardiniers ressentent alors un désir irrésistible de courir au jardin pour retirer les protections. Les plantes ont chaud, elles pourraient s'étouffer et pourrir, et c'est précisément là une erreur cruciale. Ne vous précipitez jamais pour retirer les protections pendant un redoux hivernal. Premièrement, un redoux est presque toujours suivi d'un refroidissement brutal et intense. Les plantes, déjà habituées à la douceur, subiront un choc violent avec le retour du gel. C'est bien plus dangereux qu'un froid stable et constant. Deuxièmement, sous les protections, même pendant un redoux, le microclimat reste plus stable sans les brusques variations de température. Votre rôle pendant un redoux n'est pas de tout enlever, mais d'aérer. Si possible, entrouvrez légèrement les protections aux extrémités ou créez de petites ouvertures pour assurer une bonne circulation de l'air et éviter l'étouffement et la pourriture. Et lorsque les températures commenceront à chuter de nouveau, refermez tout. N'oubliez pas, le principal ennemi n'est pas le gel, mais l'instabilité. Pour conclure, arrêtons-nous sur le principe fondamental de toute la préparation automnale. Ce principe, c'est la modération. Notre objectif n'est pas de construire pour nos plantes un hôtel 5 étoiles avec chauffage intégré. Il ne s'agit pas non plus de tenter de tromper la nature en recréant des tropiques en plein hiver. Un paillage excessif,
La création de structures absolument hermétiques et non ventilées fait bien plus de mal que de bien. Dans ces thermoses improvisées, les plantes souffrent de l'excès d'humidité, sont sujettes aux maladies fongiques et perdent leur rusticité naturelle. L'hiver est, pour la plupart des plantes vivaces, une période de repos naturel indispensable. Elles sont génétiquement adaptées au froid. Notre rôle n'est pas de les sauver de l'hiver, mais simplement de les aider à faire face à ces manifestations les plus extrêmes. Les gelées sans neige, les vents glacials, le poids de la neige et le soleil printanier brûlant. Nous ne sommes pas des combattants contre les éléments, mais de sages alliés. Comprendre ce simple principe est la clé d'un jardin sain et magnifique qui chaque printemps vous ravira par son éveil éclatant de vitalité. Dévoilons maintenant le secret que je vous ai promis en introduction. La plus grande surprise pour beaucoup de jardiniers est de réaliser que le véritable ennemi des plantes en hiver n'est pas le gel. Oui, vous avez bien entendu. Le principal coupable, c'est l'instabilité. Les cycles de gel et de dégel du sol déchirent les radicelles. Le vent glacial dessèche les branches, parfois pire qu'une sécheresse estivale. Et le soleil, ardent de février, brûle littéralement les aiguilles des conifères. Vous saisissez la nuance? Notre but n'est pas de réchauffer, mais de stabiliser. Les protections ne défendent pas tant du froid que du vent et du soleil. Le paillage ne réchauffe pas, il empêche le sol de dégeler rapidement le jour et de geler à nouveau la nuit. La neige est un stabilisateur idéal. En comprenant cela, vous éviterez la principale erreur, celle d'envelopper excessivement vos plantes, créant un effet de serre qui les fera tout simplement pourrir. Vous agirez alors comme un allié avisé de la nature et non comme un sauveur luttant contre les éléments. En résumé, l'entretien hivernal des plantes vivaces n'est pas une bataille contre le gel. C'est une collaboration intelligente avec la nature basée sur la compréhension de ses mécanismes. Un arrosage adéquat, une taille réfléchie, un paillage opportun et une protection fiable, voici les 4 piliers de la bonne santé de votre jardin hivernal. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si vous avez appris quelque chose de nouveau, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu et de vous abonner à la chaîne. Cela nous aide énormément à créer de nouvelles vidéos utiles. Et vous? Quels sont vos secrets pour préparer le jardin à l'hiver? Ou peut-être avez-vous commis des erreurs dont vous aimeriez avertir les autres? Partagez-les en commentaire, échangeons nos expériences.